Bonjour à tous, bienvenue donc pour cette deuxième partie du webinaire animé par Monsieur Ponce sur les questions d'imputabilité au service. Vous avez donc reçu normalement le support complet avec le plan qui va vous permettre de suivre cette deuxième partie. Donc, on vous a proposé pour aller au bout du sujet, a priori, 1 heure maximum devrait être suffisant. Vous n'oubliez pas que vous pouvez dans le chat poser toutes les questions que vous voulez et puis du coup, on attendra la fin de la présentation pour revenir sur les questions. Et voilà, avec l'ensemble de ces 2 webinaires, on espère que vous aurez pu avoir toutes les réponses à vos questions sur le sujet. Monsieur Ponce, je vous laisse la parole et je vous souhaite un bon webinaire. Écoutez, merci Madame Amiot. Écoutez, bonjour à tous ceux qui étaient déjà présents. Alors attendez, je vais mettre ma caméra correctement. À tous ceux qui étaient déjà présents la dernière fois. Donc nous allons reprendre donc ce webinaire. Donc je pense qu'une heure devra être suffisant. Bon, on essaiera de garder un petit temps pour les réponses aux questions, effectivement, à la fin de cette formation. Bien, alors nous avons vu la dernière fois, donc bon, c'est un cours qui s'organise autour de 4 parties. Bon, c'est vrai que j'ai organisé ça autour de 4 parties. Donc, nous avions vu la première partie, les notions d'accident de service, d'accident de trajet et de rechute, donc autour de l'article 34 de la loi du 11 janvier 84, notamment pour la fonction publique de l'État. Nous avions, donc c'était la grosse partie, parce que c'est effectivement ce qui définit un petit peu le contour de la notion. Ensuite, nous avons vu donc en deuxième partie les procédures conduisant à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie. Sachant que bon, le régime juridique entre l'accident de service et la maladie imputable au service est aujourd'hui très similaire, avec 2 arrêts, donc notamment les arrêts durés et l'arrêt dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'arrêt, je ne me souviens plus, oui, c'est-à-dire l'arrêt sur les accidents de service, en l'occurrence, l'arrêt de principe, c'est lequel, je vais le retrouver tout de suite, c'était l'arrêt, je crois, l'arrêt galant, je crois, effectivement, il y a un des arrêts galants. Et donc, effectivement, les régimes juridiques sont quasiment identiques. Donc, si vous connaissez bien le régime juridique qui est applicable aux accidents de service, en général, vous devriez vous en sortir pour les maladies imputables au service. Donc, nous allons aborder maintenant la troisième partie. On l'avait commencé, on l'avait effectivement survolé quand je vous ai quitté, mais on va peut-être reprendre rapidement. C'est les conséquences de la reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie. Donc, j'avais, je crois, commencé à aborder le régime applicable. Bon, là, j'avais dit que c'était l'article 34 de la loi du 11 janvier 84. Et pour la fonction publique territoriale, c'est l'article 57 de la loi du 26 janvier 84. Et pour la fonction publique hospitalière, c'est l'article 41 de la loi du 9 janvier 86. C'est toujours ces textes-là qu'il faut avoir en mémoire, qui sont les textes les plus importants. Alors, j'avais déjà fait une incise importante sur le fait que la décision qui refuse le bénéfice du régime des accidents de service ou des maladies, est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article de la loi du 11 juillet 1979 qui est aujourd'hui codifié au Code des relations entre les administrés et l'administration. Et donc, effectivement, bon, je vous avais cité, je crois, déjà cet arrêt de la Cour de Nantes du 28 juin 2002, M. Piévache, là, que vous avez donc sur le support si vous l'avez comme moi. Et donc, cet arrêt, effectivement, définit clairement que les arrêtés contestés ne comportent eux-mêmes l'énoncé d'aucun motif de fait, que s'ils visent les avis rendus par la commission départementale de réforme, ils ne déclarent pas s'approprier ces avis dont le texte n'est pas incorporé dans celui des 10 arrêtés, et le visa de ces avis n'a pu tenir lieu de la motivation exigée par la loi, donc la circonstance que M. Piévache aurait reçu communication de son dossier ne dispensait pas à l'administration de l'obligation de motiver ses décisions. Donc on voit qu'effectivement, l'obligation de motivation, elle est très limitée, c'est-à-dire qu'il suffit pour l'autorité territoriale, finalement, de viser l'avis et surtout donc de s'en approprier le contenu, c'est-à-dire d'éventuellement au mieux, je veux dire au pire, c'est-à-dire si on ne veut pas avoir une appréciation qui soit un peu plus fouillée que celui de la commission de réforme, il faut effectivement au moins il faut incorporer l'avis de la commission de réforme dans la décision, ce qui veut dire que l'autorité territoriale donc s'approprie l'avis et donc quelque part considère, elle est d'accord avec l'avis et donc notifie cette décision en fonction de l'avis de la commission de réforme. Donc c'est effectivement le premier point sur lequel je voulais revenir, c'est-à-dire la nécessité de motiver donc
donc la décision sur la demande d'imputabilité au service de la maladie ou de l'accident. Alors ensuite, il y avait effectivement un point sur ce qui était important, c'est-à-dire que j'avais insisté sur le fait que la circonstance que l'état de santé de l'intéressé soit consolidé ne suffit pas à mettre fin donc à l'application du régime de l'accident de service ou de la maladie imputable au service. C'est-à-dire que là, il y a un arrêt qui est important, c'est l'arrêt Lillo de 2009, qui est donc 307-824. Effectivement, cet arrêt nous dit donc assez clairement donc qu'en fait, donc en reprenant l'article 41 de la loi de 1986, il nous dit, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Lillo, au cadre de santé, donc qui était infirmier au centre hospitalier de Montfavet, a été victime le 29 novembre 2000 d'un accident qui a été reconnu imputable au service et que son état de santé l'a empêché d'exercer ses fonctions depuis cette date jusqu'à celle du 7 octobre 2005 à laquelle il a été mis à la retraite pour invalidité. Le centre hospitalier a toutefois, par des décisions des 28 décembre 2004, 23 mars 2005, 31 août 2005 et par l'article 1er d'une décision du 23 décembre 2005, refusé de reconnaître que l'état de santé de M. Lillo était imputable au service postérieurement à la date du 17 septembre 2003 à laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé et lui a par suite refusé bénéfice donc du régime d'imputabilité. Alors ce que nous dit le Conseil, c'est facile, c'est-à-dire que par le jugement attaqué, le TA de Nîmes, c'était le TA qui avait été saisi en première instance, a jugé que M. Lillo n'avait pas droit au bénéfice de ces dispositions en se fondant sur la circonstance qu'il n'était pas établi que l'intéressé aurait été victime d'une rechute ou d'une aggravation de son état postérieurement à la date de la consolidation, sans rechercher si postérieurement à cette date, son état de santé était imputable à l'accident de service. Donc ce qui veut dire en fait, grosso modo, qu'il faut effectivement toujours rechercher si, en gros, la rechute, enfin tout ce qui est considéré comme étant une rechute ou l'état de santé qui serait finalement redeviendrait pathologique serait en lien avec le service indépendamment du fait que la consolidation soit intervenue dans le laps de temps. C'est-à-dire que la consolidation, c'est juste finalement une date qui permet à l'administration d'avoir, pour la gestion du dossier du salarié, une date qui permet effectivement d'apprécier notamment que, a priori, la pathologie est aujourd'hui, n'a plus de conséquences, notamment en termes d'aggravation, mais par contre, ça n'induit pas du tout effectivement le fait qu'il peut y avoir quand même des symptômes qui continuent et qui doivent être pris en charge indépendamment le fait que effectivement cet état a été consolidé. Donc ça, c'est un point important à soulever parce qu'effectivement, beaucoup d'administrations considèrent qu'une fois que la consolidation est arrivée, leur responsabilité s'arrête. Ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que quand la consolidation est arrivée, ça n'a finalement pas d'incidence sur le régime donc applicable et donc on doit toujours être vigilant sur le fait que l'administration est toujours responsable. Donc ensuite, j'avais parlé effectivement, enfin je pense que je vais m'arrêter là, c'est-à-dire que le régime des accidents de service et des maladies, il s'applique donc, dans un premier temps, jusqu'à ce que l'intéressé soit reconnu définitivement inapte au service et mis à la retraite pour invalidité, c'est-à-dire qu'effectivement, quand, après avis de la commission de réforme, le salarié est reconnu définitivement inapte, à ce moment-là, il y a un licenciement pour inaptitude en général, et donc le régime, par définition, alors attention, parce que nous verrons par la suite qu'effectivement, ce n'est pas la sortie de service qui met fin, mais ça, c'est un point important, c'est-à-dire c'est le régime et non pas l'indemnisation, attention. C'est le régime des accidents de service qui s'applique jusqu'à ce que l'intéressé soit reconnu définitivement inapte au service et mis à la retraite, ou s'il n'est pas reconnu définitivement inapte à l'exercice d'une activité professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit en état d'être réintégré, le cas échéant, après reclassement. Donc on va voir, alors il y a un arrêt effectivement de Voiron là, du Conseil qui précise un peu cet état de fait, c'est-à-dire qu'un agent hospitalier qui n'est plus apte à reprendre son service à la suite d'un accident de service et auquel aucune offre de poste adapté ou de reclassement n'a été faite, a droit, en vertu de l'article 41 donc, de la loi du 9 janvier 1986, à être maintenu en congé de maladie ordinaire avec le bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. Donc voilà, il y a deux frontières au régime des accidents de service, c'est donc l'inaptitude et la réintégration, éventuellement avant, le cas échéant, après reclassement. Alors, si l'intéressé, par contre, sans être définitivement inapte, n'est pas en état de reprendre ses fonctions pour une raison autre que celle ayant donné lieu à l'application du régime des accidents de service, ce régime cesse de s'appliquer
Et c'est le régime correspondant à la nouvelle affection qui s'applique. Bon, là, je crois que j'en avais déjà parlé, donc je vais passer assez vite sur l'arrêt François. C'était un cas un peu particulier d'une dame qui avait eu une double pathologie avec 2 accidents successifs, effectivement. C'était donc, je crois qu'ensuite, c'était le deuxième régime qui s'était appliqué, c'est-à-dire le régime qui tenait donc au fait qu'elle avait une maladie successivement à son accident, je crois. Donc, c'était un détail, mais je dirais globalement, c'était effectivement le deuxième régime qui s'appliquait, non pas le premier. Donc, on va passer maintenant tout de suite, parce que ça, bon, vous l'avez, de toute façon, on peut vous référer à l'arrêt, hein, qui est assez clair, je dirais là-dessus, donc je ne m'y attarde pas. Alors oui, je vous avais dit, faites attention, parce que s'agissant de la prise en charge des frais médicaux et des frais de déplacement, ces frais médicaux s'appliquent à l'agent qui n'est plus en activité. Et donc là, je vous avais donné cet avis qui est très important, qui est l'avis donc Chandonnet de 2012 du Conseil d'État, qui est classé en A. Donc je vous avais expliqué les classements en A, B, C. C'est A, c'est le plus élevé du rang d'importance. B, c'est donc un rang intermédiaire. Et C, bon, c'est un arrêt, je dirais, qui est important, mais je dirais qui n'a pas de question de droit prioritaire. Donc sur cet avis contentieux, donc le Conseil nous dit qu'effectivement, ça c'est bien, c'est très important. Donc il résulte des dispositions du 2 de l'article 57 de la loi du 26 janvier 84 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que lorsque la maladie provient d'une des causes exceptionnelles, donc ça on le connaît, lequel mentionne notamment les maladies contractées ou aggravées en service, donc dans l'exercice le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Ça, c'est la règle classique. Et le Conseil nous dit, attention, ces dispositions qui s'inspirent du principe selon lequel l'administration doit garantir ses agents contre les dommages qu'ils peuvent subir dans l'accomplissement de leur service s'appliquent à l'agent qui n'est plus en activité, alors même que le premier alinéa du premier article 57 mentionne les fonctionnaires en activité. Donc là, en fait, le Conseil va quasiment contre les game, c'est-à-dire qu'il considère qu'en dépit du fait que l'article 57 mentionne les fonctionnaires en activité, il dégage une sorte de principe général du droit qui est supérieur, enfin, je dirais, qui serait un peu contraire à cette première alinéa, et il nous dit que ça ne doit pas s'appliquer en l'espèce. Donc, ce n'est pas forcément intuitivement quelque chose d'évident, mais le Conseil donc, va au-delà effectivement du texte législatif, et il nous dit que donc, les agents radiés des cadres peuvent prétendre à la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement exposés à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident reconnu imputable au service. Donc, malgré effectivement le premier alinéa de l'article 57, si vous avez un agent qui est effectivement radié des cadres pour des raisons qui peuvent être liées à sa maladie, enfin bon, je dirais s'il est inapte définitivement à toute fonction, ou pour d'autres raisons, et même quelqu'un qui est effectivement même à la retraite, attention, le régime juridique donc de remboursement des frais qui sont liés à l'accident de service qui a été reconnu imputable au service ne s'arrête pas à la date à laquelle le salarié, en l'occurrence le fonctionnaire, quitte ses fonctions. C'est-à-dire, s'il est radié des cadres, il peut toujours être, je dirais, pris en charge par sa collectivité pour les frais, effectivement, qui sont occasionnés à l'occasion de sa maladie ou de son accident. Donc ça, c'est important à avoir en tête, c'est-à-dire que c'est uniquement le lien de causalité entre, effectivement, les frais et le problème, en fait, que l'agent va faire remonter à son administration qui déterminera le remboursement. Mais a priori, si c'est lié à la maladie ou à l'accident, la collectivité est toujours responsable et doit prendre en charge ses frais et les frais de déplacement également pour se rendre aux différentes consultations et ainsi de suite. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, c'est très important. Bien, donc ensuite, on va passer, je surveille l'horloge, on va passer donc en cas de reprise des fonctions, parce que bon, effectivement, une fois que quelqu'un est malade ou a un accident de travail, il peut reprendre ses fonctions. C'est d'ailleurs en la majorité des cas, en général, il y a une reprise des fonctions. Alors, il y a plusieurs régimes qui peuvent s'appliquer lorsque le fonctionnaire reprend ses fonctions. Vous avez le régime donc du temps partiel thérapeutique, qui est donc pour la fonction publique d'État, qui est prévu à l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 84. Donc, effectivement, cet article nous dit qu'après 6 mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, donc c'est important. Il y a donc un avis du comité médical qui intervient avant donc la reprise d'activité
du fonctionnaire qui doit se prononcer sur effectivement la demande éventuellement de mi-temps thérapeutique et sur les conditions de la reprise, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de 3 mois, renouvelable dans la limite d'1 an pour une même affection. Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé après avis favorable de la commission de réforme compétente pour une période d'une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois. Le temps partiel peut être accordé soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé, soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Et les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. Donc ça, c'est important, j'en parlerai après, mais donc effectivement, donc vous avez cette position de mi-temps thérapeutique qui est décidée après l'intervention de la commission de réforme. Donc ce temps partiel thérapeutique ne peut en aucun cas être inférieur au mi-temps. Donc effectivement, c'est soit le mi-temps, soit le plein temps s'il n'y a pas de mi-temps thérapeutique, mais ça ne peut pas être inférieur au mi-temps. Alors pour la fonction publique territoriale, c'est l'article 57.4 bis de la loi du 26 janvier 84 qui prévoit ce mi-temps thérapeutique, et pour la fonction publique hospitalière, c'est l'article 41.1 de la loi du 9 janvier 86 avec des dispositions quasiment conformes, enfin quasiment similaires. Alors, je vous ai cité un arrêt là, de Madame Lenoir-Le Tessier qui est assez intéressant sur ce point-là. Alors, c'est un arrêt du 1er décembre 2010. Bon, vous vous y référez, il est assez clair. Cet arrêt nous dit qu'en fait, il ressort des pièces du dossier que la rechute et l'aggravation de l'état de Madame Lenoir-Le Tessier, intervenue en 2008 après la consolidation des premiers troubles, doivent être regardées comme un nouvel accident de service. Dès lors, Madame Lenoir-Le Tessier pouvait prétendre au bénéfice d'un travail à mi-temps thérapeutique en raison de ce second accident de service. C'est-à-dire qu'effectivement, elle a eu un premier accident, enfin bon, c'est un cas un peu particulier. Elle avait eu donc un deuxième accident, et cet accident avait été reconnu imputable au service. C'était à ce titre qu'elle avait donc demandé le mi-temps thérapeutique qui lui avait été refusé à tort, et donc, puisque je crois que c'était en raison qu'il n'y avait pas de lien avec le premier, enfin bon, c'était un peu bizarre, un peu compliqué comme situation, mais le Conseil nous dit qu'effectivement, à partir du moment où il y a un lien direct et certain avec un accident de travail, quel qu'il soit, ben effectivement, si la commission de réforme, je dirais, donne son avis favorable et qu'il n'y a pas de problème particulier, donc vous pouvez prétendre au bénéfice d'un travail à mi-temps thérapeutique, donc tel qu'il est prévu par l'article 57 de la loi 84. Oui, donc voilà. Alors ensuite, je passe rapidement maintenant. Excusez-moi si je vais un peu vite, mais je regarde toujours l'horloge parce que je me suis fait piéger lors de ma première intervention. J'essaie de vous donner le maximum de choses en un minimum de temps. Bon, après, je crois que c'est enregistré, donc pour y revenir et essayer de faire des pauses et de regarder plus en détail ce qui vous intéresse. Mais ce qui est important, c'est effectivement de mentionner également que le placement d'un fonctionnaire sous le régime donc, du mi-temps thérapeutique met fin automatiquement à celui du travail à temps partiel. Ce qui fait que l'agent doit percevoir le traitement correspondant à temps plein. C'est-à-dire que le mi-temps thérapeutique, attention, ce n'est pas un temps partiel, c'est un temps plein. C'est un temps partiel, je dirais, dans les faits, parce que c'est fait pour effectivement favoriser la réintégration du salarié dans le service, mais ça, c'est donc un temps partiel qui est rémunéré à plein temps. Et attention, si la personne en question était à mi-temps thérapeutique avant son départ, je dirais en arrêt de travail ou en maladie imputable au service, s'il est placé donc en mi-temps thérapeutique, qui correspond quasiment je dirais, en fait, effectivement, au mi-temps qu'il pouvait avoir en temps partiel antérieurement, il sera rémunéré à plein temps, par contre. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de débat, c'est-à-dire que le mi-temps thérapeutique, ça doit être rémunéré à plein temps, même si effectivement le fonctionnaire était à temps partiel antérieurement. Donc ça, il faut l'avoir en tête, c'est-à-dire qu'un mi-temps thérapeutique est rémunéré à plein temps. Donc je vous ai cité l'arrêt Kerr-Embrun de 2012, donc, qui cite effectivement et qui nous dit que c'est l'article 46 ou 46.1 de la loi du 9 janvier 86, ne perçoit qu'une fraction du traitement d'un agent de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions, alors qu'en revanche, le fonctionnaire autorisé à mi-temps pour raison thérapeutique sur le fondement de l'article 41 a dans tous les cas droit à l'intégralité de ce traitement. Il s'ensuit que la décision plaçant l'agent sous le régime du mi-temps thérapeutique met fin au régime du travail à temps partiel, et qu'en l'absence de dispositions prévoyant qu'il soit tenu compte du régime antérieur de temps partiel,
l'intéressé a droit de percevoir dans cette position l'intégralité du traitement d'un agent du même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions. Donc ça, voilà, il faut avoir ça en tête, c'est important. Donc, le mi-temps thérapeutique, ça correspond à un temps plein qui doit être rémunéré donc en tant que tel. Bien, alors je vais vous parler maintenant de la deuxième position. Donc, effectivement, lorsqu'un agent rejoint son service après une période d'inactivité liée à un accident ou une maladie, et donc c'est le reclassement. Parce qu'effectivement, il peut se passer l'hypothèse dans laquelle le salarié, enfin, le fonctionnaire, n'est pas en mesure donc d'occuper son poste antérieurement à cause de sa maladie qui le handicape donc, pour pouvoir occuper ses anciennes fonctions. Donc, il a droit à un reclassement. Donc, pour la fonction publique d'État, c'est l'article 63 de la loi du 11 janvier 84 qui donc pose ce principe. Donc, lorsque les fonctionnaires sont reconnus par suite de leur altération de leur santé, de leur état physique inapte à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Donc, là, c'est l'hypothèse où il y a une possibilité d'adapter leur poste de travail à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir des fonctions correspondantes. En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps. Nonobstant les limites d'âge supérieur s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles le reclassement peut intervenir. Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa 1er du présent article par la voie du détachement, c'est important, dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Donc ça, c'est un point sur lequel je vais un peu m'attarder parce qu'effectivement, vous avez plusieurs modalités de reclassement. Alors, pour ce qui est des fonctionnaires territoriaux, c'est l'article 1er du décret du 30 septembre 85 qui est relatif au reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions qui s'applique. Cet article nous dit que lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. Donc là aussi, il y a un avis de la commission administrative paritaire qui intervient, qui donc donne son avis sur le reclassement qui est envisagé. L'article 2 donc, du même décret nous dit « Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial sans lui interdire d'exercer toute activité ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emploi, soit à demander les bénéfices des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi du 26 janvier 84. Donc voilà le cadre juridique globalement. Donc ce que nous a dit le Conseil, c'est des dispositions assez claires, je pense qu'il n'y a pas véritablement d'interprétation à avoir, c'est qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire est reconnu donc, par suite de l'altération de son état physique inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique. Donc, premier temps, adaptation du poste pour de manière à ce qu'il puisse correspondre effectivement à l'état physique du fonctionnaire. Ou à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. S'il y a des emplois qui sont vacants et qui sont inoccupés, on peut, et donc c'est la deuxième branche de l'alternative. Ensuite, si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Il n'en va autrement que si, en raison de l'altération de son état de santé, cet agent ne peut plus exercer d'activité et ne peut ainsi faire l'objet d'aucune mesure de reclassement. Donc ça, effectivement, il faut bien avoir en tête ces différentes obligations qui sont un peu en cascade de l'administration, c'est-à-dire adaptation du poste, ensuite proposition d'un poste sur le même rang, je dirais, d'un niveau équivalent qui serait compatible avec l'état de santé, et si ce n'est pas faisable, des postes donc éventuellement d'un rang inférieur même, qui soient adaptables, et ensuite éventuellement obligation de demander donc, aux salariés de faire une demande de détachement dans un autre corps, avant d'envisager tout licenciement pour inaptitude. C'est-à-dire qu'effectivement, ça correspond donc aux obligations de reclassement de l'administration. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas
mettre en inaptitude définitive quelqu'un si vous n'avez pas respecté ces différentes phases, qui comprennent donc le reclassement. Alors ça, c'est un arrêt, donc, que je viens de vous citer, c'est l'arrêt Salmon de 2003, du 3 février 2003, aux conclusions de François Séners. Donc, effectivement, c'est un arrêt qui est assez important parce que dans cet arrêt, donc, c'était M. Salmon qui était agent de police municipale, qui avait été nommé sur un emploi à temps non complet à raison de 24 heures par semaine. Il avait été licencié pour inaptitude physique définitive par arrêté du maire de Châtillon-en-Michaille du 26 décembre 1995. L'arrêté avait été annulé pour irrégularité donc, par le tribunal administratif de Lyon. L'intéressé a été réintégré dans ses fonctions. Toutefois, le maire, donc, par arrêté, licencié à nouveau M. Salmon pour le même motif à compter de 1996. Et donc, une seconde annulation, et donc, pour en cassation. Et donc, le Conseil, donc, après avoir rappelé l'ensemble du dispositif, effectivement, nous dit que donc l'avis du comité départemental du 19 décembre 1995 et le rapport médical déposé au terme de l'expertise, ordonné le 27 mars 1997 par le tribunal administratif de Lyon, ont conclu à l'inaptitude physique définitive de Mme Salmon à l'exercice de ses fonctions, sans indiquer que son état physique lui interdisait d'exercer toute activité dans la fonction publique territoriale. Donc attention, c'est-à-dire que vous avez l'inaptitude, les comités médicaux parfois peuvent faire des confusions, mais vous avez l'inaptitude au poste, vous avez l'inaptitude, donc, vous pouvez donc avoir l'inaptitude au poste, mais vous devez donc, si vous considérez que le fonctionnaire est inapte définitivement à toute fonction, c'est un autre degré. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous pouvez considérer que le fonctionnaire est inapte, mais ce qui ne veut pas dire que l'inaptitude, souvent il y a des arrêts comme ça, il y a des avis du comité médical qui sont assez mal rédigés, où vous avez monsieur un tel est inapte à ses fonctions. Mais ça ne veut pas dire qu'il est inapte à toute fonction au sein de la fonction publique territoriale. J'espère que je suis bien clair. C'est-à-dire qu'il faut bien préciser pour le comité médical, s'il se considère qu'il est définitivement inapte à toute fonction, il faut que ça soit clairement dit dans l'avis du comité médical. Sinon, on considère que le salarié, le fonctionnaire peut éventuellement donc reprendre une autre fonction, je dirais, dans des conditions qui permettraient de le faire. Alors ensuite, ce que nous dit le Conseil, c'est qu'il ressort de l'avis du comité médical, qu'un reclassement a été proposé par le comité pour Mme Salmon qui en avait fait la demande. Alors, ensuite, il recite le texte et il nous dit donc assez clairement, donc, dès lors que les avis donc, médicaux, le maire de Châtillon-en-Michaille ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, licencier Mme Salmon sans lui avoir proposé préalablement soit un détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emploi, soit le bénéfice des modalités de reclassement. C'est-à-dire que dans le cadre du reclassement, bien évidemment, il y a la possibilité d'être détaché dans une autre collectivité. Et donc l'obligation pour le maire de lui proposer de déposer une demande, c'est une obligation qui est centrale. C'est-à-dire que si le maire ne fait pas cet effort-là, c'est-à-dire d'informer son salarié qu'il doit déposer une demande de détachement, à ce moment-là, le licenciement pour inaptitude dans la foulée est illégal. Donc, je continue à citer. Le maire de Châtillon-en-Michaille ne pouvait licencier Mme Salmon sans leur proposer préalablement soit un détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emploi, soit le bénéfice d'un reclassement. Et donc, effectivement, par suite, donc, l'arrêt la décision a été annulée et donc, monsieur a été donc réintégré, je crois. En tout cas, c'est comme ça. Donc, gardez bien en tête ces différentes obligations. Donc, l'article 41 du décret du 20 mars 1991 ne permet le licenciement d'un agent devenu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions que s'il ne peut être reclassé selon les modalités donc, qui sont prévues par le décret du 30 septembre 1985. C'est l'application des règles énoncées donc, par les articles 80 et suivants de la loi donc, du 26 janvier 1984 qui permettent aux agents physiquement inaptes à l'exercice de leurs fonctions de demander à bénéficier d'un reclassement dans un autre emploi, dans un autre cadre d'emploi, compatible avec leur état de santé. Et l'article 2 du décret d'application du 30 septembre 1985 prévoit que lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial sans lui interdire d'exercer toute activité ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale dont il relève l'invite, après avis du comité médical, soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre cadre d'emploi, soit à demander le bénéfice d'un reclassement tel qu'il est prévu donc, par l'article 82 de la loi statutaire. Et donc, le Conseil a jugé, donc, notamment dans la décision Chevalier donc, de 2000, que l'administration était tenue, après avis du comité médical, donc d'inviter l'agent à présenter une demande de reclassement et d'autre part, lorsqu'une telle demande est présentée,
Donc, que l'administration ne peut mettre l'agent en disponibilité ou a fortiori le licencier que si ce reclassement est impossible dans l'immédiat. Voilà quelle est la règle aujourd'hui, et donc il faut bien avoir en tête qu'il y a un certain nombre d'obligations dans le cadre du reclassement du salarié qui sont assez lourdes et qui nécessitent effectivement beaucoup de diligence pour ne pas se retrouver ensuite à prendre une décision d'inaptitude définitive qui soit illégale. Voilà. Alors je vais faire un point maintenant important, je ne l'ai pas mentionné sur mon petit récapitulatif, mais c'est d'où l'intérêt que vous soyez présent, je dirais, à cette formation. Ça vous permet quand même d'avoir des compléments, mais c'est vrai, c'est sur la disponibilité d'office, parce que la disponibilité d'office, c'est une des positions qui peut être effectivement prononcée donc, lorsque le fonctionnaire est donc dans une situation où il est placé hors de son administration, et donc effectivement, il est dans une situation où il ne peut pas reprendre son poste tel qu'antérieurement. Alors, la disponibilité, c'est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration d'origine, cesse dans cette position de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il perd tous les avantages qui sont liés à la position d'activité et n'a plus droit à une rémunération statutaire par division puisqu'il est en disponibilité d'office. Il faut bien distinguer la disponibilité sur demande du fonctionnaire pour des raisons X ou lambda, c'est-à-dire qu'il y a la disponibilité pour convenance personnelle, vous avez tout un tas de régimes juridiques, mais la disponibilité d'office, c'est effectivement lorsque le fonctionnaire, en fait, il ne peut plus assurer ses fonctions temporairement, donc on considère qu'il doit être mis en disponibilité d'office. Donc la disponibilité d'office pour raison de santé ou pour une aptitude physique, elle est prévue à l'article 72 de la loi du 26 janvier 84. Donc il s'agit d'une mesure unilatérale qui intervient en l'absence de toute demande de l'agent, à la différence des autres mesures de disponibilité qui doivent faire l'objet d'une demande spécifique de l'agent. Donc l'article 57 de la loi du 26 janvier 84 nous dit que le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie, donc ça vous connaissez. Et c'est l'article 72 qui nous dit que la disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus au 2 de l'article 57. C'est-à-dire que lorsqu'effectivement le fonctionnaire a épuisé ses droits à congé de maladie, eh bien, il est placé en disponibilité d'office. Et donc, la disponibilité d'office pour raison de santé est possible dans les cas suivants. Elle peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, donc ordinaire, de longue maladie, de longue durée, de graves maladies et lorsque l'agent ne peut être immédiatement reclassé. Donc c'est la position dans laquelle on est obligé finalement de le maintenir transitoirement puisqu'effectivement il n'y a pas d'autre solution dans l'organisation de l'autorité territoriale. Alors par exemple, une collectivité ne doit pas suivre un avis du comité médical qui préconise la mise en disponibilité d'un agent alors que ce dernier n'a pas épuisé tous ses droits à congé maladie. C'est-à-dire qu'effectivement ça n'intervient que lorsque le fonctionnaire a épuisé tous ses droits, qui donc aujourd'hui sont, je crois, d'1 an, puisque c'est 50% à mi-temps dans un premier temps, et ensuite 50% prolongé. Et ensuite, au-delà d'1 an, je crois qu'il y a un nouvel avis du comité médical. Enfin, il faudrait vérifier, mais je crois qu'effectivement, la période maximale est aujourd'hui d'1 an. Et donc, à l'issue de cette période, il peut y avoir une disponibilité d'office qui peut être prononcée. Mais alors là aussi, attention, parce que cette disponibilité donc, ne doit pas être, je dirais, donc encadrée par un certain nombre de dispositions. Alors, l'agent ne doit pas pouvoir bénéficier d'un congé de maladie d'une autre nature que celui dont il a épuisé les droits. Il doit avoir été déclaré inapte temporairement ou définitivement à ses fonctions, soit par le comité médical ou soit par la commission de réforme, dans le cas d'une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, sans toutefois être reconnu inapte de manière définitive à tout emploi, ni susceptible d'être admis à la retraite. L'autorité territoriale doit saisir l'instance compétente au moins 2 mois avant la fin des droits au congé statutaire de l'agent. C'est-à-dire que lorsque, effectivement, l'agent a épuisé ses droits statutaires, donc, enfin, je veux dire 2 mois avant ses droits statutaires, on doit saisir donc l'instance compétente, soit comité de réforme, soit comité médical, pour effectivement donner un avis sur la mise en disponibilité. Donc ça, c'est important, il faut l'avoir bien en tête, c'est-à-dire qu'il y a une procédure qui est assez rigoureuse, dans laquelle, là aussi, il y a une intervention du comité médical et de la commission de réforme. L'autorité territoriale doit être dans l'impossibilité de proposer un poste de reclassement à l'agent. Bien évidemment, c'est-à-dire que ça vient, je dirais, à la fin de tous les processus de reclassement qui ont pu être faits. Si effectivement ce reclassement n'est pas possible, à ce moment-là, on se pose la question de la disponibilité d'office. Cela implique que la collectivité doit obligatoirement mettre en œuvre la procédure de reclassement en invitant l'agent donc à présenter une demande en ce sens,
que l'inaptitude soit définitive ou non. Ça, c'est un arrêt donc, de 2010 de commune de Sognac et Cambran qui pose ce principe. Et ce, même si le comité médical a émis un avis favorable à la disponibilité sans se prononcer sur un éventuel reclassement. C'est-à-dire qu'effectivement, la première chose à se demander, c'est est-ce que le fonctionnaire peut être reclassé. S'il ne peut pas être reclassé, à ce moment-là, on se pose la question de la disponibilité. Mais dans le cas où le comité médical a émis un avis favorable à la disponibilité sans se prononcer sur le reclassement, eh bien, de fait, cet avis est nul et, enfin, pas nul et non avenu, mais je dirais que l'autorité territoriale doit, elle, se prononcer sur le reclassement avant de se prononcer sur la disponibilité, si effectivement l'avis du comité médical a oublié ou ne s'est pas prononcé sur cet aspect. Donc ça, c'est important. Et la disponibilité d'office, pour terminer sur ce point, cette petite parenthèse, peut être prononcée uniquement si l'agent ne présente pas de demande ou si cette demande ne peut pas être satisfaite. À défaut, la décision de mise à disponibilité est illégale. C'est-à-dire que, bien évidemment, si le fonctionnaire forme une demande, c'est encore plus simple, mais elle peut être prononcée d'office, effectivement, s'il n'y a pas d'autre possibilité de reclassement, comme je viens de le définir un peu plus haut. Voilà, bien écoutez, je crois qu'il est quelle heure? Il est 36, ça commence à avancer, donc on va passer maintenant, effectivement. Peut-être, Monsieur Ponce, il y a deux questions avant de la transition vers la suite. Je peux peut-être vous les poser. Oui. Quelle différence entre comité médical et commission de réforme? En fait, c'est pas véritable, il n'y a pas vraiment de différence. C'est-à-dire que c'est souvent, je dirais, c'est une instance donc qui est obligatoire, qu'il faut saisir lorsque effectivement lorsque l'agent est donc placé dans une situation où ce comité doit être consulté. Et c'est pas véritable, il n'y a pas véritablement de différence. C'est-à-dire que ça dépend des collectivités. Dans certaines collectivités, le comité médical s'appelle commission de réforme et dans certaines autres collectivités, ça s'appelle comité médical, mais il n'y a pas véritablement de différence. Et du coup, dans la fonction publique d'État, parce que là, on a majoritairement des agents de la fonction publique d'État, il y a des précisions. Ah, il y a majoritairement des gens de l'État, ben oui, oui. Oui, je parle, mais en général, les régimes sont assez similaires, c'est-à-dire qu'il y a quelques nuances, il faut quand même faire attention parce que les textes statutaires sont un peu différents, mais en général, les régimes juridiques sont similaires. Donc, c'est même souvent plus rigoureux pour la fonction publique d'État. Donc, il faut faire bien attention à toutes les nuances, je dirais, qui peuvent intervenir, mais c'est d'autant plus vrai ce que je viens de vous expliquer pour la fonction publique d'État. Ok. Autre question, doit-on toujours saisir le comité médical pour un AT? Pourquoi? Un accident du travail. C'est-à-dire en cas de reprise après accident du travail, c'est-à-dire la demande, c'est quoi? C'est-à-dire? Oui, je pense que c'est ça. Sinon, Angélina, peut-être tu peux préciser. Du coup, je vais regarder comment la question est précisée. Oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que le comité médical, il doit être saisi à chaque moment. C'est-à-dire que lorsque le fonctionnaire demande l'imputabilité au service, c'est ce que j'avais dit dans la première partie de mon intervention la dernière fois, c'est-à-dire qu'on demande l'imputabilité au service de son accident, et bien évidemment, là, vous avez la saisine du comité médical qui se prononce sur l'imputabilité au service. Avec, bien évidemment, ce que je vous avais dit aussi également, souvenez-vous, c'est-à-dire que l'avis de l'autorité territoriale n'est pas tenu par l'avis, c'est-à-dire que il y a un avis qui est donné, mais c'est l'autorité qui décide. C'est-à-dire, est-ce que c'est imputable au service ou est-ce que c'est pas imputable en fonction des circonstances donc, de l'accident et de toutes les... Voilà, donc ça, c'est la première partie. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une saisine en amont, c'est-à-dire sur l'imputabilité au service. Ensuite, lorsque la phase de maladie ou d'accident donc, est terminée, que le fonctionnaire doit réintégrer sa collectivité, il y a une autre saisine du comité médical qui intervient donc avant la réintégration. En fait, avant quasiment chaque fonction, enfin chaque position qu'on est susceptible de lui affecter, c'est-à-dire que ce soit une disponibilité d'office, que ce soit un mi-temps thérapeutique, que ce soit effectivement, il faut effectivement l'avis du comité médical qui va donner lui son sentiment et dire voilà, monsieur un tel, compte tenu de son état de santé, il peut réintégrer tel poste, il peut faire telle chose, et ainsi de suite, et ensuite l'autorité se prononce. Donc effectivement, il y a intervention du comité médical ou de la commission de réforme aussi bien en amont sur l'imputabilité et ensuite au moment de la reprise de l'activité. Très bien, merci. Voilà, donc il n'y a pas d'autres questions. Je vous redonne la main, M. Ponce, il nous reste 20 minutes. Très bien, mais je pense qu'on devra avoir terminé quand même. Je vais essayer d'aller trop vite, je suis d'accord, mais bon, malheureusement, pas faire autrement.
Donc, Allez, je je vous vais laisse la main. maintenant parler de l'allocation temporaire d'invalidité, parce qu'effectivement, c'est une des modalités qu'on peut effectivement, donc on peut effectivement bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité lorsqu'on est bien évidemment invalide et inapte à ses fonctions. Donc, pour la fonction publique d'État, c'est l'article 65 de la loi du 11 janvier 84, donc, qui nous dit que le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement, dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre 1er du statut général correspondant au pourcentage d'invalidité. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'État. Et les modalités d'application de cet article ont été fixées par le décret du 6 octobre 60 qui a été maintenu en vigueur par l'application du nouveau statut général par le décret du 25 octobre 84. Ça, c'est pour la fonction publique d'État. Bon, pour la fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière, vous avez donc le décret du 2 mai 2005 qui est relatif à l'attribution de l'ATI aux fonctionnaires relevant de la FPT et de la FPH. Alors, effectivement, le fonctionnaire peut avoir droit à une allocation temporaire d'invalidité. Alors attention, le juge, ça c'est plus effectivement ce qui concerne plus l'aspect contentieux, mais c'est intéressant pour l'administration aussi, c'est-à-dire que le juge a un contrôle normal sur la fixation du taux d'invalidité. Notamment, c'est un arrêt Guéral du 23 mai 84 qui pose donc ce principe, c'est qu'effectivement, en général, donc il ressortait dans cette affaire des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif, que la commission de réforme qui s'est prononcée le 19 avril 1977 sur le cas de M. Guéral à l'occasion de la première révision quinquennale de son allocation temporaire d'invalidité a estimé à bon droit que l'intéressé demeurait apte à l'exercice des fonctions correspondant à son grade et qu'elle n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation du taux d'invalidité qu'elle a déterminé en tenant compte de l'ensemble des infirmités imputables au service. C'est par suite à bon droit que le TA a rejeté les conclusions de M. Guéral dirigées contre la décision portant en révision de son allocation temporaire d'invalidité. Donc là, le Conseil, effectivement, nous dit assez clairement que c'est un contrôle normal et non pas un contrôle restreint, c'est-à-dire qui est limité à l'erreur manifeste d'appréciation. C'est-à-dire que là, le juge a un plein contrôle sur la fixation du taux. Bon, après, les modalités, je dirais, de versement de l'allocation temporaire d'invalidité, je dirais, le régime juridique spécifique à l'attribution de cette allocation, bon, je renvoie au texte qui est assez clair, mais je ne vais pas m'y attarder parce qu'effectivement, ça serait trop compliqué et on n'en a pas le temps aujourd'hui, malheureusement, de revenir sur cet aspect qui est un peu, qui est en fait une modalité, je dirais, de rémunération du fonctionnaire qui est malheureusement inapte et qui donc doit pouvoir bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité dans ce cadre-là. Alors attention, maintenant nous allons passer à l'inaptitude définitive, c'est-à-dire que vous avez donc premier temps le salarié donc et réintègre son poste de façon classique, donc il est reclassé, soit éventuellement il y a une impossibilité de reprendre son poste alors de manière temporaire, et donc à ce moment-là se pose bien évidemment la question de la disponibilité d'office, ou alors le plus grave des cas, c'est que le fonctionnaire est donc inapte définitive à tout emploi. Ça, c'est le cas le plus grave. Donc le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité permanente d'exercer ses fonctions en raison d'un accident ou d'une maladie imputable au service peut être mis à la retraite par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office. Il perçoit alors immédiatement sa pension de retraite ainsi qu'une rente viagère d'invalidité. Donc pour la fonction publique d'État, c'est l'article L27 et L28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite qui s'appliquent. Et pour donc la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, c'est les articles 36 à 38 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires qui sont affiliés à la CNRACL. Donc effectivement, lorsque le fonctionnaire est inapte définitivement à ses fonctions, il ne se pose donc plus uniquement la question donc de sa mise à la retraite donc d'office, soit sur sa demande ou alors sur sa demande si lui-même en fait le vœu. Et donc là, on est effectivement au terme de la procédure, c'est-à-dire que lorsque toutes les possibilités de reclassement, de mise en disponibilité, alors tout en intégrant bien évidemment la possibilité d'être détaché dans un autre corps, et ainsi de suite, ne sont pas applicables, et bien à ce moment-là, effectivement, l'autorité territoriale est en droit de placer donc le fonctionnaire en retraite d'office. Et donc, il a droit immédiatement à sa pension de retraite ainsi qu'à une rente viagère d'invalidité
qui fait l'objet, là aussi, d'un contentieux très spécifique, c'est-à-dire qu'effectivement, le fonctionnaire est en droit de demander une rente viagère d'invalidité qui se différencie de l'allocation temporaire d'invalidité, c'est-à-dire qu'il a droit à une rente d'invalidité, donc il en fait la demande spécifiquement, et donc à ce moment-là, l'administration aura une décision, et encore une fois, donc le juge tranche là-dessus, tranche sur cette question dans un contentieux qui est annexe, mais qui est lié finalement aussi au régime des accidents de service. Voilà, donc en cas d'inaptitude définitive, il faut bien avoir en tête que l'administration peut placer donc son fonctionnaire donc en retraite d'office, mais après avoir respecté bien évidemment toutes les procédures que je viens de vous expliquer antérieurement, c'est-à-dire le reclassement, la disponibilité, la possibilité d'être détaché dans un autre corps, dans une position inférieure si nécessaire. Et donc toutes ces étapes sont essentielles avant d'envisager ne serait-ce que je dirais la mise à la retraite d'office. Bien, donc on va passer maintenant à la dernière partie qui est très importante, c'est les éventuelles actions en responsabilité, c'est-à-dire que, bien évidemment, s'il y a donc responsabilité de la collectivité dans l'état de santé du fonctionnaire, c'est-à-dire dans l'accident de travail ou dans sa maladie, bien évidemment, la collectivité peut être responsable des différents dommages et des différentes actions en responsabilité qui pourraient se poser. Bien. Alors, il faut bien comprendre que ces actions en responsabilité que peut intenter donc, le fonctionnaire, donc, est déterminé par l'abandon tout d'abord de la règle dite du forfait de pension. C'est-à-dire que c'est un arrêt très important qu'il faut que tous les gestionnaires de ressources humaines doivent avoir en tête, c'est-à-dire c'est l'arrêt donc, du Conseil d'État d'Assemblée donc, du 4 juillet 2003, Moya-Caville, 211-106 au recueil. Donc ça, c'est l'arrêt que je vous ai cité dans le fascicule, et donc c'est de l'arrêt effectivement qui définit finalement les règles de responsabilité, en l'occurrence qui s'appliquent lorsqu'un fonctionnaire demande à être indemnisé pour le fait donc de son accident. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les dispositions des articles 27 et 28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, et pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale des retraites, donc le 2 de l'article 119 du 26 janvier 84 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 65, détermine forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. C'est-à-dire qu'effectivement, le régime général, c'est le code des pensions et notamment le régime donc de la rente d'invalidité qui s'applique. C'est-à-dire que le fonctionnaire a, dans un premier temps, effectivement, une pension d'invalidité qui lui est attribuée lorsque son état, effectivement, est jugé compatible avec cette rente, et que donc c'est ça qui couvre essentiellement les problèmes liés au traitement et toutes les rémunérations accessoires. Donc c'est ça qui, effectivement, est d'abord le régime de droit commun, je dirais, de rémunération du fonctionnaire, qui est donc mis en invalidité définitive. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que nous dit le Conseil, c'est que ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qu'il emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de faute, c'est donc un régime de responsabilité sans faute, une indemnité complémentaire réparant ses chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant donc d'aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci. Donc il y a deux volets, c'est-à-dire que la partie rémunération en tant que telle, elle est couverte par la pension d'invalidité, et vous avez effectivement toute la partie donc souffrance physique ou morale et des préjudices esthétiques ou d'agrément qui est indemnisée sur le fondement donc, de cet arrêt. Donc par cette jurisprudence donc complétée, alors ce qui est important, il y a deux arrêts qui sont très importants à avoir en tête, c'est donc cet arrêt Moya-Caville de 2003 qui fixe le régime juridique. Donc là, il faut s'y référer de façon
de façon quasiment systématique. Et vous avez l'arrêt donc centre hospitalier de Royan du 16 décembre 2013, numéro 353-798, qui précise donc le régime d'indemnisation des fonctionnaires qui sont victimes d'un accident de service ou atteints d'une maladie professionnelle. Donc voilà. Alors le Conseil d'État dans cet arrêt nous dit clairement, donc il précise le régime juridique, il nous dit que donc comme je vous disais tout à l'heure dans Moyakavi, donc le fonctionnaire a droit à une allocation temporaire d'invalidité, une rente viagère d'invalidité ayant pour objet de réparer forfaitairement les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ça, c'est le tout venant, on va dire. C'est-à-dire que, voilà. La réparation intégrale de l'ensemble des préjudices subis dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une faute, effectivement, de la collectivité, soit, par exemple, c'est-à-dire il a été placé dans un environnement qui était accidentogène. Il y a effectivement un problème dans le service, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des différents problèmes qui peuvent faire en sorte que ce soit la collectivité qui est fautive dans l'accident ou dans la maladie. C'est souvent le cas, effectivement, notamment en maladie imputable au service en termes de dépression. Donc, la réparation intégrale de l'ensemble des préjudices dans ce cadre-là, et une indemnité complémentaire réparant les souffrances physiques, morales, les préjudices esthétiques ou d'agrément et les préjudices personnels, même en l'absence de faute de la collectivité. Le demandeur doit néanmoins établir l'existence d'un lien de causalité directe entre l'agissement administratif reproché et le préjudice. Seul est réparé le préjudice anormal qui ne constitue pas un aléa auquel doit normalement s'attendre la victime. Et ça, c'est le Conseil d'État consort Cohen du 10 octobre 2003. Et donc, effectivement, il faut bien comprendre que le régime de responsabilité repose désormais sur deux niveaux. La responsabilité pour faute, le fonctionnaire qui a établi donc, la faute commise par l'administration, a droit à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage qu'il a subi, y compris les préjudices à caractère patrimonial, comme les pertes de salaire ou l'incidence professionnelle. Donc quand il y a une faute, réparation intégrale. Et dans le cas de la responsabilité sans faute, le fonctionnaire a droit, même en l'absence de faute, de la collectivité qu'il emploie, à la réparation des souffrances physiques, morales, des préjudices esthétiques ou d'agrément, et des préjudices personnels qui sont liés à l'accident ou à la maladie. C'est-à-dire qu'effectivement, un fonctionnaire qui se retrouve, par exemple, avec l'impossibilité, par exemple, dans sa vie quotidienne, d'exercer son loisir quotidien, c'est un préjudice, effectivement, donc d'agrément qui doit être indemnisé par la collectivité. S'il est établi que le fait qu'il ne puisse pas faire du tennis ou, je sais pas moi, du canoë-kayak est bien en lien avec son accident, qui lui-même était en lien avec donc son accident qui était imputable au service. Bien, donc ça, deux arrêts que j'ai cités en termes pour illustrer ce propos, donc notamment l'arrêt Jolibois, la CA de Nantes, qui nous dit qu'effectivement, donc en l'occurrence, que M. Jolibois entend également demander une indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent et de la perte de revenus qui est subie du fait de sa mise à la retraite pour invalidité. Il ne peut toutefois prétendre à la réparation de ces préjudices que si ceux-ci sont la conséquence d'une faute commise par la collectivité. Que l'existence d'une telle faute n'étant pas établie, mais en l'occurrence, là, dans le cas précis, il n'avait pas le droit, effectivement, à l'indemnisation donc, de ces préjudices. Mais effectivement, dans l'absolu, il y avait droit s'il avait réussi, effectivement, à dire que les problèmes les souffrances endurées, notamment les divers traumatismes dont il se prévalait, étaient en lien avec le service. Bien. Donc voilà, en gros, comment se résume le régime juridique, c'est-à-dire régime juridique pour faute, responsabilité pour faute, donc ça, c'est bien évidemment responsabilité de la collectivité. Et lorsqu'il n'y a pas faute, là aussi, la collectivité peut être responsable pour indemniser donc, les différents préjudices du fonctionnaire si le lien de causalité est avéré. Ensuite, je vois que c'est bientôt terminé, donc j'en ai pour 2 minutes. À quel ordre de juridiction un fonctionnaire qui a été victime à l'occasion de l'accomplissement de son service d'un accident provoqué par un véhicule doit-il s'adresser pour obtenir de son administration la réparation de la totalité des préjudices constitués à cet accident? Donc ça, le tribunal des conflits, dans l'arrêt donc consort Royer contre commune du Canet, nous a bien expliqué qu'effectivement, c'était la juridiction administrative qui était exclusivement compétente dans ce cadre et que donc ce litige n'entre pas dans le champ du régime de droit commun de l'indemnisation des accidents du travail institué par le Code de la sécurité sociale, c'est-à-dire que les tribunaux judiciaires sont incompétents dans ce cadre-là, c'est-à-dire que ça relève uniquement du tribunal administratif, de la Cour administrative d'appel en appel et du Conseil d'État en cassation.
Voilà, bah, écoutez, j'essaie assez vite. J'espère que… Bon, de toute façon, je crois que c'est enregistré. Donc, si vous pourrez Oui, c'est éventuellement enregistré. reprendre et puis faire mettre sur pause et puis regarder les textes de manière à être plus clair. Si vous avez des questions, je les prends tout de suite. Alors, il y en a une, Monsieur Ponce. Y a-t-il versement d'ATI pour un fonctionnaire qui a repris ses fonctions après aménagement, après consolidation? Avec aménagement, pardon, après consolidation. Alors, y a-t-il allocation temporaire Versement d'invalidité si… pour un fonctionnaire qui a repris ses fonctions avec aménagement après consolidation. Après aménagement, avec, ben, il peut y avoir ATI, effectivement, si effectivement on considère que ce fonctionnaire, ben, en l'occurrence, il n'a pas les moyens, je dirais, de reprendre son activité à temps plein, et donc, par définition, après avis du comité médical, il peut lui être attribué une allocation temporaire d'invalidité si, par exemple, il est tenu d'exercer un mi-temps thérapeutique ou ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça dépend de chaque cas, mais en l'occurrence, oui, il a droit à une ATI s'il n'est pas en mesure de reprendre son traitement à temps plein et s'il y a un lien effectivement avec l'accident ou avec la maladie. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Si vous en avez… Quel que soit, d'ailleurs, si la question c'était liée à la consolidation, oui, c'est-à-dire que la consolidation n'empêche pas le fait d'avoir une allocation temporaire d'invalidité. Il faut faire attention, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'État est consolidé qu'il n'a plus droit à une allocation temporaire d'invalidité. Est-ce que, Brigitte, est-ce qu'on a répondu à votre question? C'est ça que j'ai compris en tout cas. Bon, sans doute que oui. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, ça veut dire que toutes les indications et les précisions que vous avez apportées… hop là. Oui, bon, Brigitte nous dit que oui, donc c'est bon. Elle a sa réponse à sa question. Voilà. Écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Ah si. Alors, si après expertise, l'expert déclare un reclassement impossible, doit-on rechercher tout de même un aménagement de poste? Alors, disons que l'expert, le problème, c'est qu'il n'est pas apte à juger si le reclassement est impossible. C'est-à-dire que si l'expert, effectivement, après son expertise, il peut se définir, il peut déterminer si le fonctionnaire est définitivement inapte à ses fonctions ou à toute fonction. Donc, si effectivement l'expert détermine que l'agent, en l'occurrence, est définitivement et donc indéfiniment inapte à toute fonction, ben là, effectivement, il n'y a plus moyen pour la collectivité d'essayer de reclasser le salarié, puisque, en l'occurrence, il n'est pas apte à reprendre quelque fonction que ce soit. Donc là, se pose uniquement la question, effectivement, de la mise à la retraite d'office, ou alors d'une disponibilité, même pas, non, je dis une bêtise, c'est-à-dire qu'effectivement, se pose que la question de la mise à la retraite d'office. Mais en général, bon, dans les rapports d'expertise, c'est quand même assez rare que… Alors, je ne sais pas si c'est rédigé tel que vous voulez me le dire, hein, c'est-à-dire que l'expert aurait dit qu'il était inapte, c'est ça, inapte? Comment c'est rédigé concrètement? Oui, l'expert déclare un reclassement impossible. Doit-on rechercher tout de même un aménagement de poste? C'est-à-dire tout dépend de la manière dont il entend par impossible. C'est-à-dire, est-ce que c'est impossible dans la collectivité? Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas suffisamment précis comme avis. C'est-à-dire que l'expert, il doit dire d'abord si le reclassement est possible dans la collectivité. Est-ce que c'est possible en aménagement de poste? Est-ce que c'est possible éventuellement que le salarié prenne un autre poste qui soit inférieur à son grade ou à son niveau de qualification? Est-ce qu'il peut être éventuellement détaché sur un autre emploi dans une autre collectivité? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout un tas de… Si effectivement l'expert a dit de façon définitive qu'il était définitivement inapte à tout emploi, à toute fonction, à tout poste dans toute collectivité, à ce moment-là, effectivement, vous n'êtes pas tenu de rechercher un reclassement. Mais il faut faire très attention à ces avis d'experts qui ne sont pas toujours bien rédigés, c'est-à-dire qu'effectivement, s'il n'est pas précis et s'il n'est pas clair dans cet avis, ben, la collectivité devra se poser la question du reclassement. De toute façon, quel que soit l'avis d'expert, la collectivité doit se poser la question du reclassement. Voilà, Janina nous précise qu'elle a sa réponse en fonction de la situation. Écoutez, il est 11 h. Je préfère qu'on se dise au revoir de visu parce que j'ai toujours peur que, comme j'avais programmé le webinaire sur 1 heure, je ne voudrais pas que Webikeo nous coupe de manière drastique. La dernière fois, on a été obligé de se quitter rapidement. Donc, écoutez, voilà. J'espère vraiment que ça vous sera utile. Je vous dis, n'hésitez pas éventuellement
Ben, je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être que je pourrais éventuellement y répondre. Même, je vais vous donner mon mail professionnel si ça peut vous intéresser. Donc, mon mail professionnel, c'est françois.ponce@juradm.fr. S'il y a quelques questions qui peuvent se poser, voilà, n'hésitez pas à me solliciter, j'essaierai de vous répondre. Si bien évidemment, ça ne tombe pas dans un cas contentieux sur lequel je suis sollicité, ce qui serait complètement, enfin, ce qui serait pas faisable. En tout cas, merci à tous et donc je vous souhaite bonne continuation dans vos différentes fonctions et ben, écoutez, peut-être à une prochaine fois en tout cas. Et merci Madame Amiot à vous pour l'intendance donc de ce webinaire. Très bien, bah, merci à tous les participants. Merci Monsieur Ponce et bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.